quand j'étais jeune, le dodo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui toujours sur le thème de la visualisation avec une deuxième librairie. Donc on est toujours sur notre série Python pour le sport et aujourd'hui la librairie qu'on va découvrir, elle se nomme Seaborn. Donc avant de commencer, comme d'habitude, je vous montre un peu la documentation. Donc Seaborn, voici le site avec toute la documentation. Je trouve qu'il est un peu mieux fait que celui de Matplotlib. Donc vous avez un tuto qui est vraiment super bien fait. Et si vous voulez vous intéresser vraiment au graphique, vous allez dans API et ici vous voyez ici dans les différents titres, on peut aller directement à Function Interface. Et là vous avez donc tous les types de graphiques qu'on peut réaliser qui sont séparés par type. Donc les relationnels, les distributions, etc. Et donc nous on va en explorer quelques-uns à chaque fois par catégorie. Donc comme d'habitude, cette librairie Seaborn, il va falloir l'installer. Vous connaissez la manipulation, on fait pip install et on écrit Seaborn, on exécute, on attend que le tout se charge et une fois que tout est bon, on peut partir. Donc comme tout début de script, on va aller chercher les librairies qui nous intéressaient. Forcément, Seaborn ici pour notre tutoriel et comme les autres, elle va avoir un alias qui est SNS. Je vais aussi aller chercher les précédentes librairies qu'on avait explorées. Et finalement, NumPy. Et donc maintenant, on va aller télécharger nos données. Donc j'ai recopié le code qu'on avait vu avec Matplotlib, donc il est très simple. Je vais aller chercher mon fichier CSV, je m'assure que la date est au bon format, je m'assure d'ordonner par date de séance et par sportif, et finalement, dans une boucle, je viens calculer la tendance et une médiane sur tous les marqueurs. Puis on va venir filtrer pour récupérer seulement les 70 premières entrées d'un sportif, donc ici on va prendre le sportif 26. J'ai également créé une variable pour avoir le numéro de semaine selon ma date. Et finalement, on va faire de même, mais en prenant cette fois-ci deux sportifs, sportif 13 et sportif 26. Passons au premier chapitre qui sont les principes. Donc ici, le but est de présenter brièvement comment ça se passe pour faire un graphe avec Seaborn. Alors, on appelle CNS. Ici, on appellera la fonction de plot, peu importe, qui nous intéresse. Et là, on va avoir les arguments qui sont relativement redondants à toutes les fonctions. Donc le premier, ça va être data, dans lequel on va passer la data frame qu'on veut utiliser. Ensuite, on va avoir x, et ici, on pourra juste passer le nom de la variable qui lui reconnaîtra à travers l'argument data, la data frame, et ici, du coup, la colonne liée à cette data frame. Y, de même, pour les graphes où il y aura des y. On va avoir l'argument u, sur lequel on va pouvoir passer également une colonne, et ce u va permettre en fait de colorer selon les catégories qu'on retrouve dans la variable de notre data frame. On va avoir size aussi, qui va permettre, selon la valeur de la variable qu'on va mettre, de définir la taille de la représentation graphique. Et finalement, on va avoir row et call, qui eux permettent de faire en quelque sorte du subplot, c'est-à-dire qu'on va lui donner une variable catégorielle encore une fois, et cela va séparer le graphique soit en ligne, soit en colonne, selon le nombre de catégories qu'il y a dans cette variable catégorielle qu'on aura choisie. Commençons par s'intéresser au graphe de relation. On va voir relplot en premier. Donc j'appelle Seaborn et je fais relplot. Ici, data, on va faire data S. En X, je vais vouloir la fatigue. Donc vous voyez ici, j'ai toujours une information. Pour la cacher, c'est comme on l'a vu avec Matplotlib, il faut appeler plt.show. Vous pouvez travailler avec les deux librairies ensemble. Donc à la différence de Matplotlib, avec Seaborn, on a un graphe qui est déjà stylisé, disons. On a déjà des noms d'axes ici en X et en Y. Maintenant, voyons les autres arguments pour voir ce que ça fait à notre graphe. Donc on va commencer par U, et on va lui mettre nom séance. Donc les noms de séances, j'en ai trois, j'ai séance collective, match et séance individuelle. Et vous voyez qu'avec eh bien, les poids ont été colorés selon la séance. Donc tous mes points bleus correspondent à une séance collective et en orange mes matchs. Bon, vert en réalité il n'y a qu'un point. Maintenant voyons l'argument size et on va aller chercher la variable intensité max. Vous voyez qu'ici d'avoir mis intensité max dans size, ça va me créer des points plus ou moins gros selon la valeur d'intensité max. Donc ici on est sur un graphe où on arrive pratiquement à représenter trois variables. On a en X les fatigues, en Y la tactique, et finalement la taille du point vient de nous donner une information supplémentaire d'intensité max. Ici, le U, je le remplace par row. J'ai cette fois-ci mes différents noms de séance qui apparaissent l'un sous l'autre, donc sous forme de ligne. Vous voyez ici, j'ai tous les points de ma séance collective, ici toutes les matchs, et finalement séance individuelle, donc il n'y a qu'un point. Ce row, je pourrais le remplacer par call pour avoir une meilleure visualisation. Et donc ici, ils ont bien été placés sous forme de colonne. Et finalement, on va voir une dernière chose, si on mettait U à la place de size pour intensité max, donc ici, on voit que les points ont pris une couleur selon la valeur d'intensité max, mais si on veut prendre des couleurs qui vont être plus parlantes, on peut lui passer l'argument palette. Et dans palette, il y a toute une liste de palettes qui existent en Seaborn, donc je vous laisse aller explorer la documentation pour les trouver. Et moi, je vais aller chercher Red. Et donc là, le jeu de couleurs se fait autour des couleurs rouges, donc plus la valeur d'intensité max est haute, plus mon point va être rouge foncé.
On va passer à lineplot, donc très facile, j'appelle Seaborn, j'appelle la fonction lineplot, je passe toujours mon data. En X, je vais mettre date de séance, et en Y, on va mettre fatigue. Donc voilà, le graphe assez similaire qu'on a vu avec Matplotlib. Finalement, sur lineplot, il n'y a pas tellement d'améliorations intéressantes à faire, donc on va passer à une autre catégorie de graphes qui sont les distributions. Et on va commencer avec displot. Donc displot, j'appelle ma fonction, et ici, on pourrait simplement passer, et ici, on pourrait appeler la colonne simplement comme ça, pour représenter sa distribution. Et si on veut jouer avec les autres arguments, il va falloir plutôt faire comme ceci, comme on a vu. Au-dessus, et finalement donner la valeur de fatigue à x. Donc j'ai bien la distribution de ma fatigue. Donc toutes les valeurs que peuvent prendre la fatigue sont sur l'axe des abscisses, donc ici ils vont de 0 à 8, et en ordonnée, vous voyez bien que je les avais le compte selon la valeur. Donc ici dans displot, il y a quelques arguments supplémentaires qui sont intéressants, qui vont être par exemple KDE égale true, et ici on a une courbe de densité qui a été tracée, qui représente aussi la distribution, mais qui représente cette distribution de façon, disons, plus lisse. On pourrait jouer sur les colonnes, à nouveau, en repassant le nom de séance, pour avoir la distribution de la fatigue selon les séances. Et si je veux quand même avoir une couleur unique pour chaque type de séance, je peux rappeler une deuxième fois ce nom de séance en passant hue. J'ai donc bien mon subplot entre guillemets, et pour chaque plot, j'ai mon type de séance avec une couleur différente. Maintenant, cette sorte de subplot, si on veut aller sur une autre variable qui comporte beaucoup plus de catégories, par exemple, je voudrais que ma colonne soit valeur de semaine, j'ai tellement de semaines que je me retrouve avec un graphe finalement minuscule et assez peu lisible. Il y a un argument qui va nous sauver, qui se nomme callWrap. Et on va lui donner une valeur numérique, nous on va lui donner 4, ce qui veut dire qu'il va limiter à 4 colonnes avant de retourner à la ligne. Et là mon subplot est quand même beaucoup plus lisible. Alors ici je me suis fait une liste de marqueurs car on va encore utiliser displot. Cette fois-ci à la place des semaines, on va vouloir avoir un subplot finalement par marqueur. Donc pour cela, on va faire data s melt, donc on va avoir une fonction qu'on avait vue dans le tutoriel de Pandas. Donc j'appelle la fonction melt, je lui passe donc la data frame qui m'intéresse, les variables qui ne vont pas bouger entre guillemets, donc nom séance, date séance et nom de mes athlètes sportifs, les values qu'on va melt, donc transformer de façon horizontale à verticale, ça va être ma liste de marqueurs. Ceux-là, on va leur donner une nouvelle valeur de colonne qui va être marqueur. Et finalement, la valeur des marqueurs va donner une colonne qu'on va nommer saisie. Donc j'ai bien cette transformation horizontale à verticale. Et donc ici, je vais utiliser cette data frame pour refaire un displot. En X cette fois-ci, on va placer saisie. En colonne, on veut finalement séparer par marqueur et on va mettre un colonne wrap qui vaut 5. Donc vous voyez ici par défaut que sur le subplot, eh bien, les axes X et Y ont été partagés comme on l'a vu avec Matplotlib. Ce qui fait que pour certains, l'axe Y paraît grand parce qu'il s'est adapté à celui pour lequel il est nécessaire qu'il soit plus grand. Et on va avoir un dernier argument dans cette fonction, displot. On va toujours mettre notre fatigue en X et on va mettre en Y la tactique. Ce qui fait qu'on va faire finalement une distribution 2D comme on l'a vu avec Matplotlib. Donc ici, plus les carrés sont foncés, plus il y a une concentration de valeurs ou de points. Et cette représentation en carré, on peut la modifier en passant l'argument kind, et on va lui donner la valeur KDE. Donc pour rappel, KDE, ça permettait de faire la ligne de densité, et ici, donc en 2D, on a des cercles, et on devine qu'il y a une plus grosse concentration de points ici au centre, avec comme des cercles un peu difformes selon la concentration des points dans notre représentation 2D. Et donc cette représentation en KDE, on pourrait la séparer selon le nom des séances, ou du moins mettre une couleur différente. Et donc les formes bleues pour les séances collectives et orange pour le match. À présent, on va voir isplot, donc ça va aller assez vite, car ça nous retourne la même information que displot. Donc il n'est pas nécessaire de s'attarder beaucoup sur cette fonction, il va y avoir quelques arguments qui vont varier avec la précédente, et vous voyez que l'information qui y est retournée est la même. Maintenant, le KDE plot. Donc KDE, on a vu ce que ça permettait de faire. Eh bien, il y a une fonction qui lui est consacrée,
Ici, on va mettre fatigue. Donc ici, uniquement la courbe et je n'ai plus mes barres. On pourrait également utiliser U, encore une fois. Selon le nom de séance, on va avoir des courbes de différentes couleurs. Ici, le message d'alerte est simplement parce que j'ai une entrée en séance individuelle, donc il ne peut pas faire une distribution avec une seule entrée. J'ai bien mes deux courbes, et on pourrait même ajouter un argument supplémentaire qui est multiple égale stack. Et ici, ça permet en fait de colorer ce qu'il y a en dessous de la courbe. Et donc, comme avec Displot, on va pouvoir faire un KDE en 2 dimensions en passant de variables. Et Y tactique. C'est le graphe qu'on retrouve et qu'on avait fait déjà avec Displot en mettant le kind KDE. Donc vous voyez ici que sur la distribution, on a plusieurs fonctions qui permettent de faire des graphes, mais au final, en jouant avec les arguments, on retrouve le graphe que peut reproduire l'autre avec juste les arguments de base. Maintenant, on va s'intéresser aux catégories et on commence avec le strplot. Donc on appelle strplot, on lui passe toujours les mêmes arguments, donc ma data frame, mais cette fois-ci je vais aller chercher l'ASP où j'ai 2 sportifs. Je vais lui dire qu'en X, je veux voir donc mes sportifs, et en Y, on va lui mettre la fatigue. Donc ici, en abscisse, j'ai bien mes 2 sportifs, et les points ici sont donc les saisies du marqueur fatigue. Ici, on peut s'apercevoir que la plupart des points qui ont une même valeur sont légèrement superposés. Maintenant, on va jouer avec les autres arguments, qui permettraient de distinguer les saisies de match et d'entraînement. Vous voyez ici que rapidement, si on regarde le sportif 13, et ben la fatigue a tendance à être évaluée plus haute en match qu'en séance collective. Et maintenant, on va changer ce U avec intensité max, et on va remettre une palette avec les reds. Vous voyez qu'ici, j'ai rajouté une information supplémentaire. Donc j'ai toujours les saisies de ma fatigue, et plus un point est coloré foncé, plus la valeur de l'intensité max est élevée. Donc on voit que la tendance est que les saisies d'intensité max sont plus élevées quand la fatigue est élevée également. On va repasser le U en nom de séance, et on va avoir un nouvel argument qui s'appelle dodge, à laquelle on va donner une valeur vraie. Donc qu'est-ce qui a permis de faire ce dodge? Et bien ce dodge, il a permis de séparer les points des différents types de séances, à la différence de tout à l'heure où ils étaient tous superposés les uns sur les autres. Et un dernier argument qu'on peut ajouter qui est jitter, et celui-là on va lui donner une valeur fausse. Donc ici dodge, j'ai toujours la séparation selon mes types de séances, et jitter permet finalement de créer une ligne unique de points. Et donc on pourrait retirer dodge et garder jitter, et on aurait tous les points, même selon la catégorie, qui seraient superposés sur une même ligne. Donc maintenant, strplot, je voudrais en faire un subplot comme on a vu avec les distributions. Eh bien, la fonction strplot n'a pas les arguments call et row qui permet de faire cette séparation. On va plutôt utiliser la fonction catplot. Et cette fois-ci, je peux passer l'argument call et je veux séparer par semaine. Et je veux limiter à 4 colonnes avant de retourner à la ligne. Et donc là, je me retrouve bien avec mes différents points séparés par sportif, et chaque subplot correspond à une semaine. Maintenant, on va passer à swarmplot. Donc swarmplot va reprendre le même principe que strplot, et vous allez voir la différence quand je vais l'afficher. Donc on a la même chose qu'avec strplot, on a bien des points, mais la différence c'est que ces points-là ne sont pas superposés avec swarmplot. Donc swarmplot peut être limitant quand on se retrouve avec beaucoup de points avec la même saisie. Vous voyez qu'ici, horizontalement, bien, vous allez avoir un message d'erreur qui va avoir du mal à représenter tous les points. Et on va le pimper un petit peu. Puis ici, j'ai les informations de fatigue plus d'intensité max. Et l'intensité max, l'information est donnée par la couleur. On va à présent passer au boxplot, aux boîtes à moustaches en français. Là, vous connaissez, on l'avait vu avec Matplotlib. Donc ici, boxplot est vraiment plus simple à faire avec Seaborn. On va reprendre comme on a fait avec les deux précédents. Donc ici, on va avoir une représentation de l'étendue des saisies de la fatigue par semaine. Donc le tiret noir correspond à la médiane, donc ça vous permet un peu d'avoir une tendance, de voir les variations semaine en semaine et de vous rendre compte aussi de l'étendue des saisies sur chaque semaine. On peut même les séparer par sportif. Donc ici, ça vous permettrait de voir les différences d'étendue de saisie entre chaque sportif.
est simplement de constater et ne pas de comparer, car les saisies sont subjectives, donc il est très délicat de comparer des valeurs brutes entre plusieurs sportifs. Et ici, si on veut le pimper, on peut ajouter une palette, et la palette, on peut même se la créer en passant un dictionnaire. Donc ici, ça va, car ici, la variable de catégorie que j'ai passée sportif, je n'ai que 2 valeurs, donc je peux les appeler séparément, ou on pourrait même créer une boucle. Et celui-là, je veux qu'il soit dark blue. Et mon sportif 26, on va lui donner une valeur verte. Donc ici, parfois, le remplissage, ça peut contraindre un peu la visualisation et l'interprétation. Donc on peut passer l'argument fill et donner une valeur fausse. Donc ici, la couleur a été uniquement mise sur la boîte à moustache ou le boxplot. Et on va finir cette partie de catégorie par le violin plot. Donc celui-là, il va reprendre le même principe que le boxplot, c'est juste la forme qui change légèrement. Donc ici, je me retrouve finalement avec une combinaison d'un boxplot et d'un KDE plot. Donc le boxplot lui donne une information d'étendue et le violin plot vient ajouter cette information supplémentaire de densité. On pourrait voir encore selon notre sportif, toujours jouer avec un fill false. Et cette fois-ci, on va changer semaine par nom de séance. On va garder un fill qui va être true par défaut. Et on va ajouter à la place split égale true. Et donc ici, vous voyez que par type de séance, j'ai donc un violin plot qui est en réalité deux demi-violin plot, un côté par sportif. Donc ici, ça fonctionne parce que je n'ai que 2 sportifs. Et on pourrait même séparer ces demi-violin plots en ajoutant l'argument gap, auquel on va donner une valeur ici de 0.2. J'ai donc mes 2 demi-violin plots qui sont séparés. Et on va avoir un dernier argument. Vous voyez qu'à l'intérieur, ici on a un box plot. Eh bien, il y a l'argument inner, et il y a plusieurs saisies possibles. Et ici, nous, on va regarder, on va mettre quart. Quart pour quartile. Et donc notre box plot a été remplacé par ces lignes de quartile, donc celle du milieu et la médiane. Ici, c'est le quartile 1, et ici, ça va être le quartile 3. Passons à la catégorie des régressions, et on va commencer avec lmplot. On appelle toujours la fonction lmplot, on va lui passer les arguments qu'on connaît. Donc, une régression, on va voir comparer deux variables. Donc en x, je vais comparer ma fatigue avec en y, ma tactique. Donc ça reprend en quelque sorte le scatter plot, et ici lmplot va venir tracer une droite de régression dans notre nuage de points, et ajouter, vous voyez ici, l'intervalle de confiance autour de la ligne de régression. Et on pourrait ajouter l'argument view qui prendrait sportif. Ici, comme vous l'avez compris, les points ont été colorés selon notre sportif, et les droites de régression également pour chaque sportif. Maintenant, you, on va le remplacer par call, ce qui permet d'avoir la même chose qu'avant, mais de séparer les deux nuages de points selon sportif, pour avoir une sorte de subplot. Maintenant, on va passer à la heatmap. La heatmap, elle va principalement nous servir à représenter la table de corrélation. Donc ici, j'ai une liste de marqueurs sur lesquels je veux calculer les corrélations. Donc d'abord, je vais me créer une data frame avec ces variables sélectionnées, que je vais appeler data core. Et je viens filtrer mon autre data frame. On va commencer par calculer notre table de corrélation. Donc on l'a vu avec Panda, on appelle la fonction core. Et ici, comme on est sur des données subjectives et qualitatives, on va passer méthode égale Spearman pour calculer le coefficient de corrélation de Spearman. Voilà donc ma table, je vais l'enregistrer au nom core TBL. Maintenant, on va passer à la heatmap. Et donc ici, je peux simplement passer ma correlation table. Et je me retrouve donc avec ma table qui est représentée par code couleur selon la valeur de corrélation. Et ici, les couleurs sont indiquées par la barre latérale. Alors ici, c'est pas très lisible forcément par couleur. Donc on peut ajouter un note égale true, ce qui va venir ajouter les valeurs de coefficient de corrélation entre chaque paire de variables. Et si on veut un meilleur code couleur, on va passer l'argument CMap, et il peut prendre les mêmes valeurs que pour l'argument palette dans les autres fonctions. Avec que plus la valeur est foncée, plus la valeur du coefficient de corrélation se rapproche de 1. Maintenant, on sait que dans une table de corrélation, en réalité, on peut la séparer par la diagonale, et les deux côtés donnent les mêmes valeurs. Vous voyez qu'ici, vide groupe intensité max, j'ai 0,19. Ici, j'ai encore vide groupe et intensité max, j'ai 0,19. Bien, pour séparer la moitié et garder qu'une seule des deux, il faut faire comme suit. On va appeler ça
matrix. Et avec une fonction NumPy qui s'appelle TreeU, on va repasser notre table de corrélation. Et donc cette matrix, je la place avant la fonction. Et ici, on va appeler l'argument mask. Et on va lui passer matrix. J'ai donc bien gardé la moitié de ma table de corrélation en supprimant la diagonale car toutes les valeurs ici étaient de 1. Maintenant, on va se dire qu'on veut faire ressortir les coefficients de corrélation selon un seuil, donc la valeur absolue. Car pour rappel, un coefficient de corrélation peut prendre des valeurs entre 1 et moins 1. Bien pour cela, on va se créer une table de corrélation filtrée. On va appeler ça filtre core. Et notre core TBL, on va la filtrer core TBL et supérieur. On va se mettre un seuil 2.3 ou inférieur à moins 0.3. Si on veut toujours notre matrix, on va créer ça. Filtre matrix. Et on peut rappeler cette fonction-là. On la commente. On change ce qu'il y a à changer. Et je fais donc ressortir les valeurs selon le seuil que j'ai imposé ici, 2.3 ou moins 0.3. Présent, on va passer au multiplot. Et on va voir, pour commencer, le pair plot. Alors tout d'abord, je vais me créer une sub data frame en sélectionnant uniquement certains marqueurs. On va garder une séance. On va prendre intensité max, technique, tactique et finalement fatigue. Et donc pour représenter ce pair plot, j'appelle pair plot et j'ai juste à appeler ma data frame. Et donc cette fonction pair plot, elle a étudié toutes les relations entre toutes les variables possibles. Finalement, ça reprend un peu l'idée de la corrélation et de la heatmap, et cette fois-ci, on a une représentation de points, donc en croisant chacune variable 2 à 2, et en diagonale, on a la distribution de chaque variable, car sur la diagonale, les variables se croisent. Ici, vous voyez, j'ai intensité max, et en bas, j'ai intensité max. Ici, tactique, et ici, tactique. On va jouer avec de nouveaux arguments. On va prendre u égale nom de séance. Et donc ici, on voit que dans les nuages de points, il y a des couleurs qui permettent de distinguer le nom de séance. Et ici, dans les diagonales, on est passé d'un histogramme en barre à finalement des KDE plots par couleur, toujours par nom de séance. Maintenant, un autre argument, ça va être kind. On avait déjà vu plus haut, et on va lui passer KDE, ce qui va remplacer les points de notre graphe par finalement de représentation KDE. Donc j'ai ce format KDE qui permet de représenter les concentrations de points selon les marqueurs qu'on croise. Et pour finir, on va retirer ce U. Kind, on va passer reg pour régression. Et on va ajouter un dernier argument qui va être diag underscore kind pour donner un type finalement sur la diagonale. Et là, on va lui mettre KDE. Maintenant, on a toujours nos nuages de points pour chaque paire de variables. Et en plus, on a la droite de régression qui a été tracée avec l'intervalle de confiance. Et ici, ma diagonale représente la distribution au format KDE. Donc vous voyez ici, pairplot, c'est vraiment hyper intéressant en exploration d'un jeu de données. Ça vous permet déjà d'avoir une vue d'ensemble des relations qu'il peut y avoir entre vos différentes variables ou marqueurs. Et donc potentiellement de filtrer, voire éliminer certaines variables qui ne semblent pas apporter d'informations. Alors dans ce chapitre multiplot, on va en voir un dernier qui est joinplot. On connaît la façon de faire. En X, je veux représenter ma fatigue que je veux comparer en Y avec ma tactique. Donc joinplot, il a fait une représentation de points entre mes deux variables. Et vous voyez qu'au bout de chaque axe, il a représenté la distribution de ces variables respectivement au format histogramme. On pourrait ajouter l'argument u toujours avec le nom de séance. Et donc ici, j'ai donc bien mon nuage de points qui a été différencié par couleur. Et cette fois-ci, quand il y a un u, la distribution est passée au format KDE. Et donc ce u séance, on va le remplacer par kind, qu'on a déjà vu encore une fois, et on va lui passer reg pour régression. Ça reprend donc la régression qu'on a eu plus haut. On a notre nuage de points, la droite de régression, l'intervalle de confiance entre les deux variables qu'on a choisies. Et cette fois-ci, la distribution est toujours en barre, avec en plus la courbe KDE de densité. Maintenant, on va passer aux combinaisons. Donc on a vu les graphes, comment les faire un à un, mais finalement, on peut les combiner. Un peu à l'image de ce qu'on avait fait avec Matplotlib, qui va être de représenter le suivi d'un marqueur, donc d'avoir sa saisie quotidienne en barre et sa tendance en courbe.
Ben, pour cela, on a juste à faire le bar plot qu'on n'a pas encore vu, mais qui va se construire finalement assez intuitivement comme les autres. Alors ici en X, j'aurais pu mettre la date, cependant Seaborn, son défaut, à la différence de Matplotlib et de la prochaine librairie qu'on va voir, c'est qu'il ne reconnaît pas les dates, et donc il ne va pas créer d'espace pour les dates manquantes ou les dates où il n'y a pas d'information dans notre jeu de données. Donc la manipulation pour contourner ce problème, ça serait de prendre le dataset, de prendre les deux dates extrêmes, donc la plus ancienne à la plus récente, et de se créer un range pour avoir chaque date unique entre ces deux dates, et de venir l'ajouter à notre jeu de données, et de combler les dates par des valeurs nulles, là où on n'a pas de saisie. Et donc ici, on va, pour l'exemple, juste utiliser les index. Donc en Y, je vais représenter ma fatigue. Et je vais faire en line plot la tendance de ma fatigue. J'ai bien ce que je voulais. Maintenant, il faut optimiser un peu les couleurs pour distinguer qui est quoi. Ici, on peut lui passer l'argument color qu'on va mettre en red. Et ici, dans bar, on va même se mettre hue égale nom de séance pour colorer nos barres selon que c'est une séance ou un match. Je veux donc bien les saisies de fatigue à chaque jour, qui sont en bleu les séances collectives et en vert séances individuelles, en orange les matchs, et ma tendance, qui est la courbe rouge. Donc c'est un peu l'idée comment combiner des graphes avec Seaborn, mais quand vous allez découvrir la prochaine librairie, vous allez voir que Seaborn, vous allez le laisser sur le côté quand vous allez vouloir combiner différents graphes et créer ce genre de graphe pour suivre un marqueur. Alors maintenant, on va passer aux améliorations. Donc pour les améliorations, on va voir qu'il y a deux choses qui sont le style et le contexte. Donc le style, on l'a vu avec Matplotlib, sont des styles préexistants qui permettent de modifier le style de base qui est une feuille toute blanche. Donc en Seaborn, il y en a 5 qui sont les suivants, donc Dark Grid, White Grid, Dark, White et Ticks. Donc celui par défaut est White. Et on a contexte qui va jouer un peu sur la grosseur des caractères de notre graphe, selon du coup le contexte. Est-ce que c'est un graphe qu'on veut faire pour un papier? Est-ce que c'est un format notebook? Donc format notebook est le format par défaut. Est-ce que c'est un talk? Est-ce que vous parlez et présentez un graphe? Ou est-ce que c'est un format poster? Donc on va jouer d'abord, nous, avec le style. Pour cela, on appelle SNS et on passe set style. Et l'argument qu'on va passer, ça va être dark grid pour l'exemple. Donc comme avec Matplotlib, quand il est exécuté, il va s'appliquer à tout le notebook ou notre script. Donc il va falloir réinitialiser celui par défaut si on veut revenir à celui qui est tout blanc. Donc on va reprendre un qu'on a déjà fait, donc violin plot. Donc vous voyez qu'ici le style a fait un fond plutôt gris en traçant les lignes sur l'axe des Y, des lignes blanches de séparation, et il a enlevé le cadre extérieur. Donc je vais repasser au style par défaut pour vous montrer d'autres fonctions d'amélioration. Donc ici on voit que la légende elle tombe quand même en plein dans le violin plot, c'est pas hyper pratique. Et bien pour cela, il y a une fonction qui s'appelle sns.moveLegend. Ici il faut donner deux arguments, le premier c'est avec le graphe, et en deuxième c'est où on veut le placer. Donc ce graphe, et pour ça le graphe on va l'enregistrer sous une variable qu'on va nommer AX. Et ce AX, on va pouvoir le passer en premier argument de moveLegend. Je vais vouloir qu'il aille en upper left car je vois qu'il y a de la place. Donc ça va bien déplacer ma petite box de légende là où je voulais upper left. Maintenant ce cadre, si je veux l'enlever, j'ai juste à appeler dspine. Donc vous voyez par défaut dspine sans argument a retiré le cadre supérieur et le cadre de droite. Et dans dspine, il existe tous les arguments pour tous les côtés, donc top, bottom, left, right. Donc si je veux complémenter, je passe left égale true et bottom égale true également. Et cette fois-ci, j'ai bien tout le cadre qui a disparu. On va passer au chapitre Seaborn et Matplotlib. Donc on l'a vu que PLT show permettait de retirer l'information du type de graphe. Eh bien on peut aller plus loin et faire marcher ces deux librairies ensemble. Donc pour l'exemple, on va reprendre le cycle de vie d'une figure. Je crée un subplot et je n'oublie pas plt.show à la fin pour bien le faire apparaître. Et donc dans ce cycle, si je veux utiliser Seaborn pour faire ma représentation graphique, eh bien je peux reprendre le violin plot. Et donc là, il y a un argument supplémentaire qu'il va falloir ajouter dans la fonction Seaborn, qui est AX. Et on va devoir lui donner la valeur de AX, donc qui va être non pas la feuille blanche qui est ici contenue dans Fig, mais AX qui correspond à tous les axes, tout le cadre, etc. Donc ici, si on était sur un subplot à plusieurs lignes et plusieurs colonnes, pour aller chercher le subplot spécifique, il faudrait mettre AX et indexer au bon endroit pour mettre la représentation graphique de Seaborn dans le subplot là où on veut le mettre. Exemple, si j'avais créé un subplot à une seule ligne et deux colonnes, si ce violin plot, je voulais le mettre
en première colonne, il aurait fallu que je passe AX, ouvrir mes brackets et passer la valeur 0 pour venir le mettre sur mon premier subplot. Et donc AX bracket 1 pour le deuxième. J'ai donc bien mes violin plots qui ont été représentés en utilisant Seaborn et Matplotlib conjointement. Et donc avec cette approche et cette combinaison des deux librairies, on va pouvoir amener des améliorations en utilisant les différentes méthodes qu'on a vues avec Matplotlib. Par exemple, AX7 Y lim. Ici, disons, on veut le faire finalement entre -4 et 20. Finalement, on veut ajouter un titre, donc AX.setTitle, distribution de la fatigue par type de séance. Et si on voulait retirer le cadre, donc on l'avait vu, AX.spine, si on veut tout retirer, on passe les deux points, .set visible, et on met false. Et finalement, ici, on pourrait encore combiner Matplotlib et Seaborn. Donc, je fais réapparaître ce cadre, et je vais plutôt utiliser la fonction dspine, en mettant left égale true, bottom égale true. J'ai donc bien mon cadre qui a été effacé, avec l'une ou l'autre des techniques. Donc vous voyez qu'ici, en utilisant ces deux librairies, on peut aller encore plus loin dans l'amélioration, comme on l'avait vu dans le précédent chapitre. Et finalement, quand on a fait nos graphes, eh bien on va vouloir les enregistrer. Donc reprenons le graphe qu'on a fait ici. Pour rappel, je vais appeler fig, save fig, et je vais lui donner un nom. Donc ici, on va l'appeler violin underscore séance. Et on n'oublie pas qu'on peut utiliser bbox inches égale tight pour vraiment avoir un graphe plus esthétique. J'ai mon graphe qui a été créé ici, au format PNG par défaut, et ma figure ressort bien comme je l'ai créé. Et donc ainsi, on finit encore une fois ce nouveau tutoriel. Donc vous voyez que celui-ci était un peu plus rapide. Je vous invite vraiment à aller voir la documentation. Pour le coup, Seaborn, elle est vraiment super bien faite. Il y a beaucoup d'exemples. Vous allez voir que pour beaucoup de graphes, il y a beaucoup plus d'arguments sur lesquels vous pouvez jouer pour ajouter de l'information, changer le format, les couleurs, les formes. Pour le coup, Seaborn, je l'ai vraiment utilisé beaucoup. Ça permet de faire des graphes assez rapidement et assez esthétiques, comme vous l'avez vu à travers ce tutoriel. Et donc au prochain, on verra une dernière librairie qui, celle-là, est vraiment encore top pour avoir encore plus d'informations, qui peut être un peu complexe, vous allez le voir dans certains cas de figure. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine. Bye!